Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Les amis, je suis ravi d'être votre cobaye dans cet épisode sur la peur. L'idée initiale de l'échange était de savoir comment apprivoiser sa peur pour la transformer en énergie. Et on s'est dit, il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour comprendre le processus de libération des peurs. Donc, je me suis un peu fait avoir, je suis passé sur le grill avec ma peur du rejet et je me suis fait coacher en direct par Franck et Cédric, alias James et Dean. Ils ont utilisé l'approche narrative qui est récapitulée en fin d'épisode. Cédric et Franck, alias James et Dean, bienvenue. Salut Mathieu. Salut Mathieu, merci pour l'accueil. Salut, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le micro pour venir parler de peur ici. Le rapport à nos peurs est clairement sous-estimé dans le monde du travail, je trouve. Non pas que je souhaite à quiconque d'avoir peur au travail, mais tous ceux qui ont un peu bossé dans leur vie savent que ça fait partie du chemin. Donc je me sens à la fois content et apeuré d'aborder le sujet avec vous. Je sais que je ne vais pas contrôler grand-chose. Petit topo sur la peur avant de commencer. Du coup, j'ai un peu regardé quand même. Pour les auditrices et auditeurs, la peur fait partie des quatre grands types d'émotions humaines. Donc joie, tristesse, peur, colère. Elle est liée au cerveau reptilien, donc liée à la survie, donc basique et irrationnelle. Et ce que j'en comprends, c'est qu'on peut juste l'apprivoiser ou la subir parce qu'elle est là quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. Et je cite Thomas Dansbourg, avec qui j'ai eu la chance de faire un stage de CNV il y a 4 ans, qui décrivait la peur avec beaucoup de justesse. Ça peut aider à mieux comprendre. Il disait une peur, c'est comme un chien de garde qui prévient d'un danger. Elle nous défend. Et en fait, le chien, il faut le laisser à sa place, dehors. Il faut le laisser dans la niche et ne pas le laisser venir habiter dans la maison. Voilà, je trouvais que c'était une belle image pour imaginer la peur qui est totalement de notre côté, en fait. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, c'est bien, mais comment on fait dans la vie de tous les jours, notamment au travail, pour apprivoiser ses peurs, les transformer en énergie, parce que la peur, c'est une énergie, donc les transformer en énergie positive pour avancer et au mieux être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, mais avant de se faire peur, je vais vous laisser vous présenter, James et Dean. Merci Mathieu. On adore ta métaphore de la peur qui est comme le chien qui doit rester dehors. On partage complètement cette vision-là. Bien que nous, on aime bien les chiens et du coup, on aime bien les chiens parce que, on arrive justement à les apprivoiser, comme tu le disais, et peut-être même en faire une force. Mais on verra ça après. Donc moi, je suis Franck, alias James. Je suis issu du milieu de l'entreprise. J'ai fait un peu plus de 27 ans dans une entreprise en tant que manager, directeur, donc avec un job très prenant, très enthousiasmant, avec des responsabilités, ce que j'ai toujours voulu faire d'ailleurs dans ma vie, avoir des responsabilités et plutôt être tourné vers l'action. Et l'action qui mène aussi d'autres personnes dans mon entourage ou évidemment mes ex-collaborateurs à agir. Et justement, on reparlera peut-être de ce sujet-là, de la peur en entreprise, mais justement agir malgré les craintes qu'on peut avoir ou des appréhensions qu'on peut avoir. Donc, et je me suis tourné depuis maintenant presque 5 ans dans l'accompagnement exclusivement, le développement personnel et l'accompagnement de personnes. Et donc, depuis quelques temps, avec Dean à mes côtés, qui va se présenter, avec qui on partage des moments extraordinaires dans ces accompagnements-là. Merci James. Moi c'est Cédric alias Dean et peut-être qu'on vous expliquera à un moment donné pourquoi James et Dean parce que souvent on a la question mais on verra ça après. Comme Franck, comme James, j'ai eu un passé dans l'entreprise, une dizaine d'années en tant que responsable manager d'équipe. Donc pareil, issu du monde du travail. Et puis, pendant cette dizaine d'années, j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner les équipes, à être avec l'humain, dans la bienveillance, dans le leadership, à tester des choses, à tester des nouvelles formes de management, etc.
Et puis, le côté moins sympa de l'histoire, c'est que j'ai aussi vu beaucoup de souffrance et de peur, d'ailleurs. De peur chez les collaborateurs, dans leur regard parfois, ça se voyait, et de peur chez moi aussi. La peur de ne pas bien faire, la peur de ne pas être aligné avec les valeurs de l'entreprise parce que j'avais une tendance à vouloir sortir du cadre. Et puis j'ai décidé de ne plus subir cette peur, mais plutôt de choisir mes peurs. Je me suis lancé également dans l'accompagnement avec le coaching. Et aujourd'hui, non seulement on choisit nos peurs avec James à travers les marches narratives et James Sedin, mais en plus on en fait quelque chose de beau et de fort, parce que ça fait maintenant un certain temps qu'on accompagne les entreprises à travers des séminaires narratifs en outdoor, en extérieur, pour justement sortir, déconnecter du monde du travail et des peurs attachées à ce lieu quotidien qui sont les bureaux, ce qui est vie, ce qui est vécu, ce qui est ancré, et pour justement aller se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, et voir avec ces personnes-là qu'est-ce que ces peurs disent, qu'est-ce qu'elles disent au fond d'elles, et quel est c'est quoi le chien finalement, il aboie, il dit quoi, si je reprends la métaphore de Thomas, qu'est-ce qu'il dit. Et aujourd'hui, on fait ça, on s'éclate, on accompagne un maximum de personnes, et notre but à nous, c'est d'inspirer un maximum de personnes, et puis de réinventer le monde de l'accompagnement en entreprise, parce qu'il y a plein de choses à faire, et on le voit au quotidien avec cette activité. Mais je pose tout de suite la question, du coup, pourquoi James et Dean? Parce que là, le teasing, il est trop fort. En fait, tu vas voir, c'est un peu un lien avec l'épisode. En fait, pourquoi James et Dean? Parce que tu l'auras compris, ou les auditeurs l'auront compris, c'est James Dean, hein, l'acteur américain des années 60, pour qui la fureur de vivre était important. Et on a un peu cette même fureur de vivre. On a tous les deux la fureur de vivre, la fureur de vivre des expériences, la fureur de vivre des émotions, la fureur d'aller voir ses peurs, et la fureur d'aller toujours élargir sa zone de confort. Et du coup, on s'est dit, ok, toi tu seras James, moi je serai Dean, ça fait James et Dean. Et aujourd'hui, on est, et après je laisse parler James, mais aujourd'hui on reprend cette fureur de vivre, et on appelle ça Fear is Life, la peur c'est la vie. Et d'ailleurs, on dit toujours à chaque fois aux personnes qui nous accompagnent, si vous avez peur, c'est que vous êtes dangereux. Et c'est vrai que pour bien que tu comprennes d'où c'est venu, un jour on est parti en montagne, plutôt que de se voir au bureau justement, on s'est dit, attends, on est dans un cadre extraordinaire, on aime tous les deux la montagne, plutôt que de discuter autour d'un bureau et de chaises, on va aller marcher. Et il s'est passé un truc extraordinaire, on a testé des choses sur nous en randonnée, et arrivé en haut, on s'est dit, c'est incroyable, il faut qu'on en fasse profiter un maximum de personnes. Et justement, le sujet de cette marche, c'était nos peurs profondes. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui arrivions à exploiter ces peurs profondes. Il faut absolument qu'on teste ça et qu'on en fasse profiter d'autres personnes. Voilà, tu sais tout. Donc, James et Dean. Vous me tendez une perche énorme pour démarrer. Merci pour l'histoire de James et Dean, la fureur de vivre. Les références, enfin j'adore le cinéma, donc super référence cinématographique. Vous avez pris un beau gosse au passage, c'est cool, ouais. Et plutôt classe. Et non mais j'adore si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai, et vous avez démarré en parlant des vôtres. Et on va démarrer par ça. Je fais juste un petit flashback, petite remontée dans le temps. Pareil pour les auditrices et auditeurs, moi en 2018 j'ai travaillé sur mes peurs dans un programme qui s'appelle Switch Collective. J'ai appris qu'il existait 5 peurs fondamentales, donc vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, qui correspondent aussi, je crois, à ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Enfin bref, il y a tout un truc autour de ça. Et en gros, la peur fondamentale, c'est la peur dominante qui conditionne notre rapport au monde. Donc c'est quand même un truc important, quoi. C'est la peur qui conditionne notre lecture des situations, l'interprétation de la réalité, du coup nos comportements. Donc c'est quand même un gros truc, c'est un gros sujet, c'est important de la connaître, à défaut de la maîtriser, mais au moins de la connaître. Et du coup, les 5 peurs, il y avait, il me semble, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Voilà, ça c'était les 5 peurs fondamentales. Et on a tous une, on les a toutes, mais on en a toutes une visiblement dominante, liée à l'enfance, liée à plein de choses. Et je sais qu'après moi je vais passer sur le grill, mais je voulais commencer par vous. Quelle est votre peur profonde, votre peur fondamentale à chacun d'entre vous? Parce que même James Dean, il a peur parfois. Ouais, c'est clair. Moi j'ai envie de te répondre toutes. Et j'allais dire, c'est sain aussi d'avoir des peurs, et
Et comme tu dis, tu vas passer après sur le grill, donc on va connaître les tiennes. Mais moi, si je vais en choisir deux qui me viennent comme ça spontanément, rejet et injustice. Et je sais que chaque fois que cette peur s'invite à moi, s'invite à côté de moi, je sais que derrière il se cache quelque chose qui est profondément important pour moi. Et donc c'est souvent ces deux thématiques-là pour moi qui me font sortir le chien justement de la niche. Ok. Et comment, juste là-dessus, rejet, injustice, du coup, enfin, est-ce que tu as juste un exemple et comment tu as appris à les gérer? Ouais, alors au-delà de gérer, pour moi gérer, si tu veux, c'est la peur déclenche Ouais, une action physique, émotionnelle bien sûr, mais physique. Notamment, ben voilà, j'élève la voix, je vais crier, comme le chien qui ouais, aboie, pareil, hein, le chien qui aboie, ouais. donc il a peur lui aussi. C'est pour ça qu'il aboie. Donc si tu veux, ça va se manifester comme ça chez moi. Et si je prends par exemple la peur du rejet, euh, si je veux traiter celle-ci, ou même de l'injustice, ben, je vais être irritable, je vais peut-être parler plus fort, je vais vouloir convaincre, être beaucoup plus dans la conviction, dans la détermination, tu vois. Mais pour défendre quelque chose qui se cache derrière et qui est précieux pour moi, et donc ben, je vais avoir cette attitude-là. Et au-delà de la gérer, me calmer, Mhm. essayer de refaire redescendre la pression, tu vois, ça c'est ce que j'appelle moi ma manière de gérer cette peur-là. Je m'interroge souvent sur ben, qu'est-ce qui a déclenché ça, le déclencheur, et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qui fait que ça m'a touché profondément et que ça a modifié mon comportement, parce que je ne suis pas quelqu'un de colérique habituellement. Mhm. Voilà. Merci. Et ben pour moi, j'associerais un petit peu la peur de l'abandon à la peur du manque, qui n'est pas forcément citée, mais qui est un peu peur du manque revient souvent aussi. Euh, et moi, c'est quelque chose on va dire, qui revient le plus souvent chez moi. Ce qu'on retrouve souvent dans le côté, d'ailleurs, chez les entrepreneurs ou les entreprises qu'on accompagne, la peur de manquer, la peur de qu'est-ce qui va se passer après, l'inconnu, l'incertitude, etc. Qui sont d'ailleurs celles-ci, comme toutes les peurs, un petit peu liées à la peur, on va dire, la peur primaire qui est la peur de mourir, hein, parce que on a un petit peu cette fonction numéro un qui est de survivre, et du coup, l'inverse fait que on n'est pas à l'aise quand ça nous met en danger. Et ce manque-là, cette peur-là, pour anticiper la question qui est comment je la gère, que tu as posée à James, euh, en fait, j'ai tendance à être beaucoup dans l'action pour ne pas trop réfléchir et ne pas rester dans mes pensées. Parce qu'en fait, l'émotion de la peur en soi, elle n'est pas gênante. Ce qui est gênant, c'est plutôt quand on reste dans ses pensées, dans sa cognition, et qu'avec ses pensées néfastes et négatives, ça devient un poids, ça devient anxiogène, ça devient du stress, et ça occasionne des comportements qui sont nocifs, qui ne sont pas les bons, et en plus des choses qui ont des impacts sur notre corps. Donc moi, je suis dans l'action. En général, je me mets tout de suite en action, je réfléchis toujours aux étapes qui doivent arriver par la suite, qui peuvent éviter le fameux manque ou l'abandon. Et du coup, je me mets toujours en action et ça me va bien parce que je suis plutôt quelqu'un qui suis assez dans le côté dépêche-toi, le côté vouloir toujours être en mouvement, toujours avoir plusieurs actions en avance. C'est peut-être parce que je joue aux échecs avant, ça doit être lié, j'en sais rien. Et Ouais. pour surpasser ça, il y a toujours ce côté, ok, quelles sont les actions et mets-toi en mouvement. Parce que d'ailleurs, une émotion, on note que ça vient du latin emovere, c'est du mouvement. Et le fait d'être en mouvement, ça me permet d'accepter cette émotion-là qui arrive en mouvement aussi, de bien la vivre et d'avancer avec et d'en faire une alliée finalement. Et je me dis, grâce à ça, qu'est-ce que j'ai pu faire et c'est ça qui m'a permis de me mettre en mouvement. Hmm. Ouais, super intéressant. Bah, merci de nous avoir partagé vos peurs. Donc peur du rejet, peur de l'abandon, peur du manque. Et en fait, les peurs, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, enfin, il y a un truc, c'est qu'on partage les peurs en tant qu'humain, mais on n'a pas tous les mêmes. C'est marrant, on n'a pas tous du tout les mêmes réactions, les mêmes expériences, les mêmes manifestations. Euh, Moi, je pense que j'ai la peur du rejet, hein. Clairement, si je parle de mes peurs à moi, je pense que ma principale, en tout cas celle que j'ai identifiée de manière principale, c'est plutôt la peur du rejet. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a elle a plein de sous-peurs, enfin plein d'implications, d'autres peurs qui se mettent en place par effet de cascade.
Et parfois, je me demande comment transformer ça en énergie, justement. Mais moi, comment elle se manifeste, ma peur du rejet? Alors, pas tout de suite par la colère. Je peux monter très vite. Une fois que je suis en colère, ça peut sortir très vite. Mais avant ça, moi, par exemple, la peur du rejet, si j'ai la peur du rejet au travail, j'arrive dans une entreprise, j'ai besoin de faire mes preuves, syndrome de l'imposteur, etc. Bah, je vais avoir plutôt tendance au début à prendre le moins de place possible, à pas trop donner mon opinion, alors que j'adore donner mon opinion, à dire oui à tout pour être un peu people pleaser, quoi, le gars qui veut faire plaisir. D'ailleurs, ça, c'est un gros truc lié à ma peur du rejet. Je pense que j'ai un truc de vouloir faire plaisir aux autres par peur du rejet qui est assez prononcé. Et du coup, un des challenges pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Euh, j'ai tendance, du coup, à cause de cette peur du rejet, tu vois, à être hyper intransigeant pardon, vis-à-vis de moi-même. Hyper, ouais, ben moi, il faut que je donne le max. Et du coup, à devenir un peu avec les autres, à ne pas me sentir à la hauteur, parfois même me sentir de trop, pas assez m'affirmer. Et ça, ouais, c'est pénible parce que du coup, j'ai une autre peur imbriquée qui est intéressante, que j'ai remarqué. C'est la peur de réussir, du coup. Parce que je crois qu'à cause de cette peur du rejet, j'ai souvent eu la peur de réussir dans le sens, la peur d'une réussite publique, c'est-à-dire être sous le feu des projecteurs, avoir un marqueur de réussite externe. Et j'ai souvent eu peur de ça. Et comme je suis assez pudique, j'ai pas envie d'être exposé. J'ai peur d'être démasqué aussi, qu'on voit que je suis un imposteur. Et du coup, bah, une fois que c'est public, en fait, la peur du rejet fait que bah, quand tu es dans la réussite et que tu es plus exposé, bah, en tout cas pour moi, je me dis waouh, merde. Du coup, en fait, si je fais mal les choses, on va me voir. Et du coup, on va voir que je suis un imposteur. Et du coup, je vais être rejeté. Et donc, du coup, bah, parfois, par exemple, sur des projets de boulot actuels, ouais, je suis parti du coup sur ma peur, là, j'explique, hein. Mais sur des projets de boulot actuels, sur mon projet de podcast, parfois je remarque que j'ai peur de communiquer davantage. Il n'y a rien qui me retient, mais je le fais pas. Parce que peur d'attirer trop l'attention. Euh, j'ai jamais trop communiqué clairement sur mon activité pour le moment. Ça se fait un peu au bouche à oreille et je suis content comme ça. J'ai jamais de contacté de sponsor sur mon podcast alors que j'ai eu plusieurs demandes externes de contact. Donc je me dis qu'il y a moyen. Et du coup, voilà, cette peur du rejet fait que moi, c'est pas trop la colère directement, comme toi, James. C'est plutôt que je suis monsieur 70%, quoi. Je reste sous le radar au maximum. Et, et voilà. Ouais, j'ai une anecdote parlante aussi après, mais voilà, j'ai déjà pas mal parlé, là. J'ai exposé ma peur. Bah, c'est Je chouette sais pas déjà. je sais pas ce que vous en pensez. Déjà d'en parler, peu de personnes déjà en parlent. Et là, en plus, tu fais le choix d'en parler publiquement. C'est ton job et du coup, tu te livres. Déjà, c'est une première manière, je dirais, de gérer ta peur. Dans ce qu'on entend, tu as pas mal analysé d'où ça venait, les conséquences aussi. Tu nous parles des conséquences et peut-être même déjà des manières de la gérer. Alors peut-être avec des schémas automatiques où tu dis bah, j'ai plutôt tendance à m'effacer, j'ai plutôt tendance justement à pas vouloir trop briller. Quand tu dis passer sous le radar, bah, cette peur du rejet ou cette peur de la réussite justement bah, fait que Ouais. voilà, tu t'enfonces un petit peu plus. Donc ça, tu l'as bien analysé, c'est chouette. Alors il y a deux manières d'appréhender la suite. C'est Ouais. bah, je continue à la gérer, c'est-à-dire que ok, je la ressens et puis je la gère en m'effaçant, d'accord. Donc ce qui peut être une stratégie intéressante pour toi dans certaines situations, et puis moins dans Ouais. d'autres. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant de voir. Et puis Ouais. bah, ce qu'on te propose, parce que tu veux passer sur le grill, donc on va faire Bah ouais. la plaque, bah, c'est de prendre l'autre stratégie, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, si tu es d'accord. On peut, discuter, échanger ensemble là-dessus. Ça te va? Mais ça me va très bien. Je suis ravi de faire le cobaye pour auditrices et auditeurs. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour aller aborder le sujet. Et surtout, je retiens la phrase du début, hein. Si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Bah, là, je crois Donc que il tu es dans faut le y bon. aller. Voilà, donc il faut y aller à un moment donné. Et ouais, bah, merci en tout cas de le proposer. Allez, bah go, je vais faire le cobaye et je pense que ça donnera une image de comment essayer d'apprivoiser ces peurs pour les transformer en énergie. En tout cas, moi, je suis très curieux d'arriver à bosser sur cette peur. Super. Alors, détends-toi, t'es chez toi, Ouais,
prends du kiff. Ferme les yeux, Tu vas voir, ça va bien se passer. Ne t'endors pas, Mathieu. Et quand on dit si tu as peur, c'est que tu es dans le vrai, on parle de la vérité de l'autre, pas de la nôtre, tu vois. Et à aucun moment, nous, on va te dire si tu as peur, c'est parce qu'il y a ça, 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 etc. Nous, j'allais dire, notre responsabilité, c'est de te faire découvrir toi, ce qui est ta propre vérité. Et donc, ce qui appelle à ta sincérité, c'est pour toi. Nous, on n'en fait rien d'autre que de tisser une conversation avec toi pour que tu découvres toi, par toi-même cette sincérité-là et ce qui se cache derrière. Donc, tu es prêt? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, tu nous as parlé de la peur du rejet, peur de la réussite. Ouais. Tu as un choix? Tu en as une qui est plus profonde que l'autre ou elles sont liées? Ben, je pense qu'elles sont liées et celle qui est... alors, c'est peut-être pas la plus profonde, la peur de la réussite, mais je pense que c'est celle qui est la plus intéressante. Parce que je crois que j'ai une peur du rejet et il y a des choses profondes à creuser là-dessus. Hein. Mais du coup, c'est une bonne... Enfin, la peur de la réussite, je pense que c'est une forme de peur du rejet. Donc, j'aimerais bien creuser celle-là si c'est possible. Parce que je crois qu'elle touche pas mal de gens. En plus, je pense aussi aux éditrices, auditeurs. Touche pas mal de gens qui se mettent eux-mêmes des barrières, que ce soit dans le boulot, dans l'entrepreneuriat, dans le sport. Ça peut être plein de choses. Et moi, en fait, je suis monsieur 70%. Je le disais tout à l'heure. Hein, je suis très souvent sur le frein, en fait. Okay. Et parfois, j'ai des éveils où je me dis, mais là, en fait, ça se passe juste dans la tête, quoi. Je suis capable, mais c'est juste ma tête qui veut pas y aller. Et j'ai des exemples comme ça. Je peux vous en donner après, mais ouais, j'aimerais bien traiter celle-ci. Alors, allons-y. Donc, plutôt la peur de la réussite, hein, c'est ça? Ouais, carrément. Tiens, justement, commençons par ça pour que nous, on comprenne bien, parce que chacun a son vocabulaire. Et nous, on n'est pas dans l'interprétation. Ce qui nous intéresse, c'est ce que toi, comment tu interprètes ça. Encore une fois, c'est ta vérité. Est-ce que tu peux nous citer un exemple récent dans lequel tu as ressenti justement que tu avais cette peur de la réussite? Une anecdote Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais, j'en ai peut-être deux. Enfin, j'en ai peut-être une qui est plus compréhensible par tout le monde et une autre plus récente, plus dans le business. Ouais. Une qui est vraiment compréhensible par tout le monde, qui est parlante, c'est j'ai fait une classe prépa, des concours d'entrée aux écoles de commerce, etc. C'était dans la continuité de l'école. Donc les concours, tout le monde comprend. Concours d'école de commerce, le but ultime, c'est d'avoir HEC, tu vois. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas mal, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas mal. Et juste avant les vrais concours, le dernier concours blanc de ma prépa, après 2 ans de boulot acharné, le week-end, le soir, je suis troisième de ma prépa, je crois. Je suis au milieu de que des gens qui ont terminé HEC, tu vois. Donc, je peux le faire, tu vois. Je me dis, en fait, je peux avoir le niveau pour le faire. Mais dans ma tête, en fait, je m'étais toujours dit, c'est pas fait pour moi, en fait, c'est trop haut. Enfin, personne n'a fait d'école de commerce dans ma famille, personne n'est dans le business, tout est déjà trop nouveau pour moi. Une prépa, je savais même pas ce que c'était 2 ans avant. Enfin, je me suis toujours dit, c'est cool, mais en fait, c'est pas pour moi, je pense. Et du coup, c'est passé au concours, il s'est passé un truc génial. Mais là, je pense que c'est un truc de ouf. Hein. Les concours se passent bien. Et puis, HEC, ça joue beaucoup sur les maths. Il y a 2 épreuves de maths. Et l'épreuve de maths principale, le matin de l'épreuve de maths, je mange pas, je petit déjeune pas, ce qui est débile parce que je sais que j'ai besoin d'énergie. J'oublie mes lunettes, et j'étais myope, je me suis fait opérer depuis, mais j'étais myope à l'époque, donc infernal de faire un concours, de faire 4 heures de maths avec des formules sans lunettes, infernal. Et énorme, comme dans une épreuve sportive. Et à 10 heures, je suis KO. Énorme jour sans, et le problème, c'est que l'après-midi, il y a 4 heures d'histoire. L'histoire compte pour les 5 premières écoles de France. Et je suis bon en histoire. Donc à 10 heures, je me casse. En fait, l'épreuve de maths la plus importante des concours, qui dure 4 heures, pour laquelle j'ai bossé pendant 2 ans, à 10 heures, je prends la décision de me dire, en fait, je me casse parce que si je rate l'après-midi, et là, je suis en train de rater celle-là, en fait, je suis mort pour tout, quoi. Et voilà, énorme auto-sabotage. Et donc, je me suis mis à l'amende sur HEC, ESCP, parce que ça comptait pour ces 2 écoles. Et ensuite, le bon truc, c'est que je me suis allé manger, j'ai fait une petite sieste et j'étais au taquet, j'ai eu une super note en histoire l'après-midi, et celle-là, elle était hyper importante, elle comptait pour les 5 premières écoles de France, mais du coup, je suis pas allé à HEC, quoi.
et aucun regret depuis. Ma vie a été géniale, tout ça. Mais je me dis, c'est symptomatique. C'est un exemple très parlant d'un truc hyper important à ce moment-là dans ma vie, même si depuis, ma vie est ouf et trop, trop bien. Où je me dis, mais en fait, il y a plein de micros endroits dans ma vie où il se passe ça. Où en fait, je me dis, bah, j'ai le niveau, je peux y aller. Physiquement, je peux y aller. Intellectuellement, je peux y aller. Mais en fait, je me l'autorise pas jusqu'à me faire de l'auto-sabotage. Bah, dernièrement, ce qui se passe de manière à plus petit niveau, mais c'est dans mon business, moi je suis indépendant, c'est que bah, en vrai, je souhaite que ça marche et gagner de l'argent, mais je ne communique pas sur mon business, par exemple. Ça fait du bouche à oreille, je le dis un peu dans l'ombre, etc. Et en fait, bah, dernièrement, j'ai à peu près 2 rendez-vous commerciaux par semaine. Et en fait, il m'arrive d'avoir peur que tout le monde dise oui, et parce que ça marcherait bien. Et du coup, après, bah, faudrait assumer, faudrait délivrer. Et donc, j'ai ce truc à débloquer de me dire, bah, y a là, quoi, on y va. Et si je transforme tous ces rendez-vous, bah, je trouverai une solution pour y arriver, tu vois. Donc ouais, je crois qu'il y a ce truc-là. Et puis après, je vais être exposé, je vais peut-être avoir des concurrents. Du coup, je vais être visible. Donc en fait, je vais avoir plus de concurrents. Je vais devoir gérer ça aussi. Je vais avoir des gens de plus en plus peut-être gros qui me contactent, de plus en plus grosses entreprises. Et en vrai, je pense que bah, j'ai peur d'être démasqué. Tu vois. Je me dis, si je réussis, en fait, je me mets dans une posture hyper exposée. Et je me dis, bah en fait, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas, et en même temps, j'ai envie d'y aller. Donc, enfin, voilà, il y a un truc un peu voilà pour mes peurs. En fait, c'est cette même peur qui me suit et qui se remanifeste à chaque fois. Et qui, au fond, une peur du rejet, mais en vrai, du coup, une peur de la réussite. Et ouais, voilà deux exemples. Et je crois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs ou d'indépendants qui sont dans le même cas, ce cas de saboter une vente ou d'y aller à reculons. Et du coup, en fait, ça marche pas parce que tu te dis, mais imagine, ça marche. Waouh, après, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'ai un peu ce truc-là. Carrément. Ouais, Donc, je passe c'est parlant. bah, merci déjà. C'est pas C'est très parlant et tu fais des liens effectivement entre ces deux peurs profondes, même si tu parles plutôt de cette peur de réussir, mais tu fais bien le lien aussi avec la peur du rejet. Est-ce que donc tu nous as parlé de plusieurs situations donc que tu as identifiées. Est-ce que, mais comme ça spontanément et sans les citer, mais est-ce que tu as en tête des personnes qui pourraient confirmer ce que tu dis là, qui ont observé ça chez toi? Sans avoir... Complètement. Ouais, il y a au moins une, deux, trois, quatre personnes, je sais pas. Ouais, carrément, carrément. Je pense à Mathieu, un autre Mathieu. Je pense, il y a 2 autres Mathieu proches qui pourraient confirmer ça. Salut Il y a Mathieu. Géraud, ouais, il y a on est beaucoup de Mathieu, hein, là. Ouais, il y a Géraud, il y a 2 autres Mathieu. Enfin, je pense à pas mal d'autres personnes qui pourraient confirmer ça, ouais. Qui pourraient confirmer ça chez toi, ils l'ont Qui pourraient observé, confirmer ça chez moi. peut-être même déjà verbalisé, ils te l'ont dit, ils t'ont fait un retour là-dessus. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Alors peut-être pas sur ces situations en particulier, mais en général, ouais, quoi. Qu'est-ce que t'attends Ouais, pour y aller, quoi. Je pense à des anciens managers aussi qui m'ont dit, mais gars, ok, enfin, qu'est-ce que t'attends pour t'imposer, quoi. Enfin, vas-y, quoi. Enfin, d'accord. prends ta place. Donc, il nous confirmerait ce que tu ressens toi, est-ce que tu perçois comme ça, comme de la peur à la fois de la réussite ou la peur même du rejet, être invisible, ce côté auto-sabotage, Ouais, voilà, c'est quelque chose qui est ouais. pris et qui est bien Grave, là. je pense. Ok. Ouais, que c'est bien là. Je pense à Cindy, à Geoffroy, à Jacin. Je pense à plein de gens, de plus en plus de gens. Quand j'étais chez Unilever, ouais, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, mais vas-y, gars. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu vas t'exposer. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, bah, c'est de voir que bah, tu n'es pas seul à voir ça chez toi. Donc, c'est construit, c'est bien ancré en tout cas, et c'est confirmé, on va le dire comme ça. Et c'est pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est un fait. Est-ce que tu pourrais, si je te demandais de nommer en fait cet instant, ce moment ou cet état que tu ressens quand tu as ces peurs-là, tu l'appellerais comment? Ce moment, quand j'ai cette peur-là, bah, moi je l'appelle le frein à main. C'est Ouais, c'est le moment où généralement en fait bah, j'ai une opportunité, où je vois que ça marche, où de manière inattendue j'ai des super retours sur un épisode, où j'ai 3 rendez-vous entrants pour vendre mes prestations, et où ça se passe bien.
et je me dis, mais waouh, attention, ralentis, ça va trop vite, quoi. Ouais, ouais. Donc, Donc je mets le frein à main. tu dirais le frein-main. Tu as parlé, juste pour vérifier, tu as parlé tout à l'heure d'auto-sabotage, mais c'est plutôt frein-main qui te vient comme ça. Ouais, frein à main, mais comme, mais le frein à main, même quand tu vas pas très vite, tu vois, il peut te provoquer un accident, quoi. Enfin, enfin, il est pas ouf le frein à main à utiliser en. James Dean s'en souviennent bien, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est Merci. ça. On a l'image. Mais On a l'image. mes petits auto-sabotages, ouais, il m'est arrivé de faire des non-ventes. Enfin, clairement, d'avoir des Ouais. moments dans mon business où en fait, j'ai tout pour vendre le truc, mais en fait, là, mentalement, je me dis, mais attends, là, j'ai tellement pas envie d'y aller que du coup, je suis nul, quoi. Ok, Ouais. d'accord. Enfin, je suis pas dans un état émotionnel et de connexion qui fait que bah, je crée la confiance, etc., quoi. Ouais, ok. Donc, partons de cela, hein. On va dire qu'on va l'appeler frein à main, d'accord? Ouais. Et, tu le nommes comme ça, donc nous, ça nous va bien. Quand frein à main s'invite chez toi, à côté de toi ou en toi, ok, tu le Ouais. visualises bien là. Quelles conséquences ça a? Qu'est-ce que tu peux me décrire une conséquence quand il arrive? Tu nous as parlé de deux, trois exemples. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se manifestent quand il est là? Euh, Quand frein à main arrive, il y a. Alors, qu'est-ce qui se manifeste? Bah, il y a une petite voix qui me dit: «Vas-y, on verra». Hmm. Elle se bat un peu avec, la petite voix qui dit: «Mais non, mais enfin, là, tu es en train de te mettre dans un engrenage où tu peux plus revenir en arrière, là. Tu te rends compte, c'est risqué, quoi. Ça risque d'être fatigant, tout ça, c'est risqué, tu contrôles plus rien». Donc ouais, il y a des petites voix dans ma tête et puis, bah, à la fois, il y a une ouais, c'est marrant, à la fois, il y a la conséquence, c'est à la fois enfin, c'est de l'énergie, en fait. À la fois, il y a une énergie, positive et à la fois, il peut y avoir une énergie, bah, de peur, justement, donc le ventre qui se noue, quoi. Hmm. C'est ce que tu ressens? Ouais, moi, c'est plutôt ouais, ça se passe pas mal dans le ventre, ouais. Donc, ce qu'on entend, c'est à la fois deux voix, dont une qui te dit, et tu ressens de l'énergie, et soit tu pourrais y aller si tu écoutes cette petite voix, soit tu pourrais carrément freiner, évidemment, et rester sur place ou retourner en arrière. Ouais, D'ailleurs, ça demande aussi de l'énergie, hein. Quand on tire le ouais. frein, on prend de l'énergie quelque part, de toute façon. Et donc, ce qui se passe, ce qu'on comprend, c'est que ce qui se passe, c'est que tu as plutôt tendance à tirer le frein main. Tu n'écoutes pas la petite voix qui te dit vas-y. Bah, ouais, j'ai trop tendance à tirer le frein à main, je pense. Ok. J'ai trop tendance à attendre, tu vois? À attendre que j'ai plein de fois cette situation Ouais. pour me dire: «Non, mais en fait, c'est bon là, je peux en fait, c'est bon, je peux monter d'un cran» et j'y vais lentement, en fait, je pense. Du coup, je Ok. vais beaucoup plus lentement que ce que je pourrais aller, quoi. Ouais, alors, du coup, c'est ça l'influence que ça a sur toi, frein-main, c'est que ça te freine justement, ça t'empêche d'avancer trop vite et ça Ouais, commence à retarder le passage à l'action, c'est ça que tu... o ouais, je pense que je suis dans l'action, mais par contre, je pourrais aller, 2 fois plus vite, quoi. En fait, ce qui se passe, la conséquence, c'est que je vais m'inventer des blocages ou des incapacités pour me dire: «Bah non, en fait, c'est pas possible là. Tu peux pas vendre, à 2 personnes de plus parce qu'en fait, ça va faire trop, tu vas pas être capable de délivrer derrière et comme tu mets 3 heures, à préparer je dis n'importe quoi, hein, mais comme tu mets 3 heures à préparer un client, en fait, si tu en ajoutes 2 de plus, tu les as pas les 6 heures dans la semaine». Mais en fait, je m'invente des trucs parce qu'en réalité, je sais au fond de moi que je pourrais aussi me challenger et me dire: «Mais attends, mais en fait, maintenant un client, il va te prendre 1 heure de préparation et pas 3 heures parce que tu vas devenir meilleur, quoi». Et je sais qu'il y a une manière positive d'aborder le truc, de faire sauter des barrières mentales. Mais voilà, celles-là, elles mettent longtemps à se briser. Par contre, je suis dans l'action. Et du coup, ce que je fais souvent, la conséquence, enfin, l'auto-sabotage, c'est, ouais, bah, je vais pas avoir le temps. Ma vie est déjà trop pleine. Et du coup, je peux pas l'absorber. Et du coup, je planifie, quoi. Moi, j'ai Ouais. besoin de replanifier, de refaire un planning, de dire, attends, est-ce que ça peut. Enfin, voilà, je m'invente des trucs, quoi. Qu'est-ce que ça, quelle influence ça a sur ta vie justement, ta vie perso ou pro? Est-ce que tu sens Je une... pense charge mentale, charge mentale. Ouais. Pas mal de pensées, pas mal de charge mentale, pas mal de questionnements du coup, pas mal de remises en question, de questionnements. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que si je freine, peut-être je suis pas sur la bonne voie.
Euh, Ok. ouais, ouais, je pense que ça amène des questionnements qui freinent, qui pour le coup, eux freinent. Ah ouais, mais attends, du coup, comme faut que je me demande, faut que je refasse un petit point si je suis vraiment sur la bonne voie, si je suis bien aligné, parce que du coup, si je suis sur le frein à main, c'est que je suis peut-être pas bien aligné. Et du coup, bah, ça, faut que je dégage du temps pour ça. Important là de refaire une petite introspection. Euh, et puis, bah, ça s'appelle de la procrastination en fait. Et ouais, je pense que c'est ça une conséquence. En fait, la conséquence de me dire que je freine, bah, c'est qu'après, je procrastine sur des trucs qui me semblent utiles et qui me prennent réellement du temps. Et du coup bah, ça justifie le fait que je freine. Quoi. Donc, Ok. Mais moi, je suis le roi pour me faire des points sur moi, hein, d'analyser, de faire un ouais. peu d'introspection et tout, tu vois. Donc tu tiens le frein à main, Donc, tu as un vide frein à main à côté de toi et il te permet de voilà. te poser, de ralentir Voilà. et de faire des points sur toi-même. C'est ça? Exactement. Exactement. Et pour toi, tu es en accord avec ça ou tu es plutôt en désaccord ou pour toi c'est neutre? Alors, j'aime bien faire de l'introspection, refaire mon offre, etc. Mais ce que j'aime pas, et ce que je vois, pourquoi ça peut être un truc pas sain, c'est que ça prend du temps, quoi. Si à chaque fois que je tire le frein à main, je dis ah ouais, mais en gros, à chaque fois, même ce qui peut se passer, c'est même pas que de l'introspection très profonde en dev perso, hein, c'est ah là, j'ai trop de demandes, je risque de réussir. Et du coup, ben, faut que je refasse mon offre intégralement parce que là, en fait, si je continue comme ça, ben, mon offre, elle est pas taillée pour avoir plus de monde. Et en fait, enfin, je pense que je le fais trop souvent. Tu vois, concrètement, si à chaque fois qu'il y a une petite charge en plus, un indépendant, il repense son offre, ben, en fait, enfin, il avance pas. Et moi, c'est un peu mon cas, je pense. Donc tu es OK sur le fait que ça arrive de temps en temps et que ça se manifeste et que ça te permet de te poser. Par contre, là où tu es moins en accord, c'est que c'est trop souvent, de ce que tu nous dis, Ouais, et ça te freine sur des choses où tu pourrais aller plus vite, c'est ça? ouais, c'est ça. Et j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ok. Euh, à ton avis, qu'est-ce que ça dit qui est précieux pour toi, cet état de fait? Ouais, ce qui est précieux pour moi, ce que ça dit de moi, c'est que la, ré- la réalité, c'est que j'aime bien le temps long, j'aime bien prendre du temps pour moi. J'ai besoin de vide aussi pour avoir des idées, pour être créatif. Parce que ce que je sais, c'est que si je suis tout le temps en rush, au bout d'un moment, je me vide de mon énergie, de ma créativité. Donc moi, j'ai quand même besoin d'avoir un temps dispo. Ce que ça dit de moi, c'est que j'aime bien être sur mon tempo aussi. Je crois que j'ai toujours peur. Je suis en très très bonne énergie quand je suis sur mon tempo. Je fais dans mon tempo, j'inclus du sport, j'inclus des moments de lecture, j'inclus des moments de créativité, des moments avec mes proches et des super moments de taf. Mais si je me fais sortir de mon tempo, bah là, c'est comme en sport, quoi. Si je me mets dans le rythme d'un autre, je suis cramé en 2 secondes. Et c'est très désagréable. Donc je crois que j'ai besoin de ça, de rester dans mon tempo. Et ouais, c'est ça que ça dit de moi. Donc continuer, enfin avancer tout en prenant soin de moi et en gardant du temps disponible, du coup, pour moi et pour les autres, c'est super important. Euh, c'est- voilà, garder une sérénité. Garder une sérénité. D'accord, cette sérénité. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Tu as gardé du temps pour toi, que tu as eu l'impression ou tu as senti, tu as vécu du temps pour toi et que tu étais serein? Eh bien, eh bien, en ce moment, c'est pas mal. Depuis un mois, justement, j'ai un peu, je vous parlais de cet exemple parce que j'ai un peu ralenti et c'était bien. Et là, j'ai ce truc ça se réaccélère. J'ai pas mal de demandes entrantes. Il y a peut-être une saisonnalité. Et du coup, je suis un peu pareil. Je me dis, ah, mais c'est quand même bien là. Mais je sais qu'il faut y aller. Donc, en ce moment, c'est pas mal. Et sinon, ouais, je sortais d'un cycle de 3 ans où j'étais vraiment, vraiment tout le temps à fond. Et c'était pas bon. Enfin, c'était vraiment pas bon. Donc, enfin voilà, je m'oubliais un peu dans le processus. Donc là, depuis récemment, je reprends un peu plus de temps pour moi. C'est agréable, mais j'ai envie de. Mais tu vois, à la fois j'ai envie de repartir. Je suis sur mon activité, etc. J'aime bien être dans l'action, et à la fois je veux pas m'oublier dans le processus, quoi. D'accord, tu veux pas t'oublier quand tu dis dans le processus, c'est-à-dire dans le fait de donner aux autres, d'apporter des choses aux autres, mais tu veux Ouais, à ton rythme, c'est ça, dans ton tempo, et prendre ce temps long pour être plus créatif, c'est ça? Enfin, ouais, oui, c'est ça. Et puis justement, pas aussi pas me
En fait, pas devenir le fait d'avancer, le fait de bosser sur mon podcast, etc., le fait d'y aller à fond fait qu'à un moment, il y a de plus en plus d'expositions et du coup, même à un petit niveau, en fait, ça fait des messages à répondre, et en fait, voilà, c'est juste que ça, je veux arriver à trouver mon enjeu, en fait, c'est de trouver mon tempo et gérer le fait de devoir dire non et enfin apprendre vraiment à dire non, pas tout le temps dire oui. Je disais tout à l'heure, j'ai tendance à faire ça et avoir pas peur aussi de prendre ma place sans et d'aller faire des podcasts, d'aller voir des clients sans préparer. Je pense que j'ai un sujet de temps. Enfin, je me mets des blocages dans la tête. Je me dis, ben non, il faut du temps. Et je pense que voilà, mon, mon enjeu, en tout cas, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que j'ai besoin. C'est cool, là, je prends un peu plus de temps pour moi, donc j'ai besoin d'une petite zone de confort. De temps en temps, ça fait du bien, mais d'en sortir, mais en gardant une certaine partie de confort. Je sais pas comment dire, mais d'y aller un peu au talent. Par exemple, au podcast, les clients, d'y aller un peu plus au talent. Parce qu'en se libérant de ça, en m'enlevant le blocage de je prépare, parce qu'en fait, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de démasquer, donc je prépare trop, par exemple. Je pense que je prépare trop, donc ça me prend trop de temps. Donc en fait, je suis limité dans ce que je peux faire. Bah, ouais, il y a un peu d'auto-sabotage. Et si je pouvais y aller au talent, et je pense que je peux y aller, mais je ne m'autorise pas, j'aurais le temps de faire beaucoup plus de choses en réalité. Et du coup, par rapport à tout ça, hein, tu nous parles de ce besoin d'avoir un temps long, ce tempo, pour être dans la créativité, la spontanéité. Tu parlais d'authenticité aussi tout à l'heure. Euh, Ouais, Qu'est-ce que ça dit de tes rêves, de tes projets, tout ça? Si tu fais le lien avec tes rêves et tes projets, qu'est-ce que ça te dit? ouais, bah frein à main, il me dit que, en fait, le projet, ce serait de pouvoir avancer sans frein, tu vois. Mon rêve, pour moi, ce serait de mes projets. Bah là, si je prends juste mes projets actuels, mon activité d'accompagnement et mon podcast, et j'ai d'autres projets, hein, mais en tout cas, les actuels, ce serait d'arriver à y aller dans un flow qui. Mon rêve, en tout cas, ce serait d'arriver à y aller dans un flow où j'y vais au talent, en pleine confiance. Et du coup, je passe moins de temps à réfléchir, à préparer. Je passe plus de temps avec les gens à me connecter, à être dans le moment, dans l'émotion et dans la haute énergie. Parce que moi, la haute énergie, je l'ai quand je suis en connexion avec les gens. Je suis plutôt extraverti et donc, ouais, enfin, dans mon idéal, tous mes projets, j'ai beaucoup plus de percussion dans mes échanges, dans mes paroles. J'arrive à, ouais, j'arrive à y aller au talent, quoi. Voir au bluff, en tout cas, à supprimer complètement le syndrome de l'imposteur, à pouvoir me montrer en étant tout à fait à l'aise et à être OK de dire non, voire de ne pas répondre aux gens, parce que parfois, je sais que les réseaux sociaux impliquent beaucoup, beaucoup de réponses, de machin. Enfin, c'est le jeu sans fin des notifications, etc. Et voilà, également aussi à arriver à créer quelque chose où je suis pas esclave de ma communication et de mes contenus et de mon image, quoi. Eh ben, merci Je sais pas si Mathieu, c'est très génial. clair, hein, mais Ouais, c'est super clair. Dernière question, parce que d'habitude on fait ça en 4-5 heures de marche, mais là tu vas super ouais. vite et on pourrait prolonger, mais on n'a pas ce temps-là. Ma dernière question, euh, comment Framain, comment Framain pourrait t'aider à faire ça, t'aider à prendre ce temps long, mais aussi donc pour la créativité, mais aussi pour te permettre, comme tu le disais, tu le cherchais, d'être plus dans la spontanéité, peut-être de moins préparé, comment Framain pourrait être utile pour toi? Ouais, c'est une bonne question. Bah, frein à main, il peut être utile parce que c'est un signal, quoi. Mhm. Si le frein à main est là, ça veut dire qu'il y a une peur. Donc c'est un bon signal pour me dire, ah, bah, est-ce que c'est pas plutôt le moment justement de le lâcher, de passer la seconde, de prendre de jouer à conduire sans frein à main, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il peut être utile comme ça. Il sera toujours là, je pense. Enfin, en tout cas, l'envie de tirer le frein à main sera toujours là. Je pense qu'après, ça peut être, ouais, pour moi, l'opportunité de me dire, attends, là, il y a frein à main, donc, c'est que je suis dans le vrai, et donc, bah,
on va faire un test, on va y aller sans frein à main, quoi. Et te raccrocher à ce que tu viens de découvrir, ce qui était précieux pour toi. Parfois des temps longs pour être dans la créativité. Parfois, justement, ne pas réfléchir, être dans la spontanéité, y aller, comme tu dis, lâcher le frein et puis foncer, voir ce qui se passe. Voilà, c'est des choses qui semblent être précieuses pour toi. Donc, Ouais, effectivement, de servir de frein-main comme un signal, te poser et te dire, OK, je tire le frein-main. Est-ce que la situation fait que ce sera plus bénéfique pour moi de prendre ce temps long, justement, ou est-ce que ma décision, c'est de dire, OK, j'ai la possibilité de tirer le frein-main parce qu'il est à côté de moi, mais je ne vais pas le faire parce que je vais chercher autre chose. ouais. En fait, ouais, c'est ça, c'est le choix. Le frein à main donne le choix de me dire, bah, en fait, je peux le tirer, ou je peux y aller. Et je crois que c'est quand même un luxe de pouvoir se dire, la peur, je choisis, quoi. Je choisis comment je la vis, je la choisis ou je la subis, mais enfin, je la subis plus justement, je choisis comment je la prends. Hem, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, merci beaucoup en tout cas, j'espère que Merci à c'est toi. parlant pour les auditrices et auditeurs. En tout cas, pour moi ça l'est, mais merci. Peut-être que, et c'est peut-être ça qui pourra aussi intéresser les auditrices et les auditeurs, c'est, je te dis simplement, rapidement les étapes par lesquelles Ouais, tu es passé, parce qu'on peut tous le faire, et c'est ce qu'on fait nous pour les autres, mais c'est ce qu'on fait pour nous aussi. Et justement, quand on est dans des peurs profondes, parce qu'on en a aussi, et on les exploite, on passe par ce cheminement qui est issu de l'approche narrative. Donc l'approche narrative, pour faire très simple, il y a, j'allais dire, ce qui nous guide dans l'approche narrative, il y a une phrase très simple à retenir, c'est le problème est le problème, la personne est la personne, et le problème n'est pas la personne. Donc, mmh, si tu veux, on ne définit pas une personne par son problème ou par sa peur, d'accord? Mais l'objectif, c'est d'identifier justement le problème ou la peur et de l'exploiter. C'est ce qu'on vient de faire. Et en fait, je t'ai fait passer par différentes phases. Et pour faire très rapidement, peut-être que tu vas te remémorer ces phases-là. Tout d'abord, tu as commencé par décrire des situations que tu vivais. Ça te permet de vérifier ce que c'est, si c'est bien ça dont tu parles, si c'est pas juste une idée qui s'est construite comme ça, ou qu'on t'a inculqué, j'allais dire, depuis tout petit, on a dit que tu étais comme ça, tu avais la peur du rejet, ou tu avais la peur de réussir, ça a toujours été comme ça. Non, tu le ressens vraiment, d'accord? Tu peux décrire des situations, tu peux décrire ce qui se passe autour de toi, les conséquences, donc ça veut dire que tu le vis vraiment, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que tu l'as nommé, tu l'as appelé frein-main, et c'est à ce moment-là justement que tu te rends compte que frein-main, c'est pas toi, mais il est à côté de toi, il fait partie de toi, c'est toi qui l'appelles, c'est personne d'autre, d'accord? Donc ça, c'est important, de te dissocier du problème ou de la peur. Elle est là, effectivement, mais c'est pas toi, elle te définit pas, d'accord? Ensuite, je t'ai demandé si tu acceptais cette situation, ou ces situations, parce que tu m'as dit, ça m'emmène soit d'un côté, soit de l'autre, et c'est OK quand je vais d'un côté, c'est moins OK quand je suis dans l'autre. Donc tu t'es positionné, là tu prends position, et c'est important, parce que tu vois, là tu as commencé à faire un choix. Je décide que c'est bien dans ces cas-là et pas bien dans ces cas-là. Donc là tu en prends conscience. Et puis ensuite, ça t'amène à aller découvrir ce qui se cache derrière, donc ce qui est précieux. Qu'est-ce que tu es en train de défendre quand justement tu tires le frein-main. Et c'est dans ce travail-là, qui peut être un peu plus long, et sur lequel je t'invite à réfléchir encore plus profondément sur, tiens, quand je tire le frein-main, qu'est-ce que j'essaie de défendre, qu'est-ce que j'essaie de négocier, qu'est-ce que j'essaie de ne pas perdre, ou qu'est-ce que j'essaie de trouver justement, de préserver, que je n'ai pas ou que je veux. Donc c'est vraiment ce processus-là qui te permet, grâce à la peur, d'aller chercher ce qui est précieux, et du coup de le défendre, et en choisissant comment tu vas le défendre. mmh. Voilà. C'est simple, hein? Bah, ouais, c'est simple en 10 ans, mais ouais, puissant, puissant. Heu, merci beaucoup. Et c'est vrai que j'avais même pas forcément conscience de passer par toutes ces étapes. Je me suis laissé complètement guider. Hem, Et donc tu peux le ouais, reproduire et effectivement aller même plus loin, parce que c'est le but, hein, on n'explore oui. jamais complètement à 100% tout ce qu'il y a derrière, et on découvre des nouvelles choses. Et c'est ça aussi notre responsabilité, c'est d'aller permettre à la personne de se reconnecter à ce qu'on appelle ses valeurs, ce qui est précieux,
Et plus on se connaît, plus on connaît ses valeurs, plus on va les honorer, et ben plus on va faire des choses et prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qu'on veut, et apporter aux autres aussi, par échange justement, ce bien-être et puis cette solidité qu'on a dans la vie. Yes, yes, yes. Et ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, je pense à. On n'a pas parlé d'ego, mais je pense que l'ego a une place importante là-dedans. Voilà. On pourra Mais continuer, puis il viendra en marche narrative avec nous, puis on parlera. ouais, Parce ça- que Dean aussi, il intervient juste après ce processus, et là, par contre, lui, il te fait bosser sur les solutions et qu'est-ce que tu vas en faire. ouais, là, c'est une marche de 5 heures. Là, C'est là qu'il est redoutable. ouais. Et, mais justement, bah, alors peut-être, Dean, s'il y a un truc à retenir on arrive, je vais être obligé de vous libérer bientôt, hein, j'avais promis de vous libérer à peu près à l'heure, donc je passe aux dernières questions que je pose à peu près à tout le monde. S'il y a un truc à retenir dans tout ce qu'on a dit dans l'épisode, puisque toi tu as assisté là, à notre échange, ce serait quoi? Et bah, d'abord que frein à main, il est plutôt cool, finalement. Et il n'est pas là pour t'embêter, il est juste là pour te dire, en fait, je suis à côté de toi, mais tant que tu ne m'as pas vu, en fait, on ne pourra pas jouer ensemble. Et qu'en fait, on est là pour jouer ensemble, on est là pour avancer ensemble, et je ne suis pas contre toi ni avec toi. Donc, pour les auditeurs, autrement dit, vos peurs, c'est pas ce qui vous freine. C'est pas forcément non plus un carburant qui va vous faire dépasser, franchir les montagnes. C'est juste que ça fait partie de vous, de votre histoire, et qu'en fait, il y a deux choses sur lesquelles nous on travaille énormément dans nos marches narratives, en entreprise notamment, avec les managers, avec les personnes qui viennent nous voir et qui sont bloquées, qui ont des peurs ou pas d'ailleurs. La première chose, c'est notamment la première partie du processus qu'a eu James avec toi, c'est finalement travailler sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce qu'il y a en moi, à quel moment ça se produit, qui est-ce qui intervient à ce moment-là, le regard des autres, etc. L'estime de soi qui est toujours un petit peu là. Tu parlais d'ego, j'ai envie d'aller plus loin et te dire que c'est surtout lié à l'estime de soi. La procrastination, c'est avant tout ça d'ailleurs. Donc la première chose, c'est ça, la connaissance de soi. Et nous, on passe du temps avec les personnes pour leur apprendre à se découvrir. Et on le fait en nature parce que c'est plus puissant, parce que c'est beaucoup plus profond et parce que ça permet d'avoir des conversations sincères, honnêtes et authentiques. Et puis la deuxième chose, c'est l'action. La deuxième chose, c'est ok, maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu sais que je suis là pour toi si on rattache à la peur, maintenant que tu sais que qu'en fait tu fonctionnes avec ce carburant-là, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes rêves? Comment tu te vois dans 6 mois? Donc visualisation, projection, action, parce que en fait, euh, finalement, on s'est rendu compte que dans ces marches narratives, dans les personnes qu'on accompagnait, dans les entreprises à qui on permettait de vivre l'expérience, on s'est rendu compte que la grosse problématique, c'était l'inaction. C'était de rester dans les mêmes perspectives, dans le même champ de conscience, et qu'en fait, en se déconnectant et en se mettant en action, tout d'un coup, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent, et tout d'un coup, c'est comme si on changeait de paire de lunettes, et qu'en fait, on changeait de voiture, et que le frein à main était différent. Il est toujours là, mais juste il est différent, on le maîtrise mieux, on l'accepte mieux, et on kiffe. Et je finirai par ça, parce que nous, notre but, c'est évidemment de réinventer le monde de l'accompagnement en entreprise, parce qu'on l'a connu, avec 37 ans de management cumulé. Attention, on n'est pas connu ça, cumulé. On l'a connu, on sait ce que c'est. Et aujourd'hui. Vous faites très jeune, tous les deux. Ouais, mais c'est parce qu'on est souvent en extérieur, en montagne. Et voilà, et on sait ce que c'est aujourd'hui, ce que ça apporte aux entreprises, on sait ce que ça apporte aux managers qui sont bloqués dans des situations, d'aller se connecter à eux, à leur profonde nature. Et on sait ce que c'est aussi d'aller parler à leur peur. Et voilà, l'approche narrative, c'est les marches narratives, c'est l'approche narrative, c'est la PNL, c'est avant tout des conversations sincères, et c'est surtout du kiff. C'est surtout du kiff, comme ici. C'est mon indicateur de succès numéro 1 sur le podcast. Justement, Work Exploration, c'est un podcast qui parle du futur du travail, qui l'explore en tout cas, qui tente. À qui dans vos contacts voudriez-vous faire une passe décisive pour venir partager ici? Eh ben, pour rien te cacher, Mathieu, on s'attendait à ce genre de questions parce que souvent, en fait, on s'est dit, tiens, souvent c'est les questions qu'on pose nous aussi aux personnes qu'on accompagne, mais qui est-ce que tu voudrais voir à ta place? Et on s'est dit, tiens, si la question nous est posée, comment est-ce qu'on y répondrait? Ouais. Et en fait, c'est pas évident pour nous d'y répondre. On a 2 personnes, mais ça sort un peu du cadre. C'est Ouais. pas forcément dans nos contacts, mais on se dit, tiens, s'il passe chez toi, ce serait top.
Moi, ce serait, je ne sais pas si tu connais Frédéric Laloux qui a écrit le livre Reinventing Organization, qui est la base. Ben c'est le boss de fin pour moi. Si Ah ouais. j'arrive à avoir Frédéric Laloux, j'ai son livre juste à côté. Ah, ce serait dingue. Ben, carrément, super reco. Bah, écoute, du Écoute, coup, si t'as son contact ou avec un plaisir. contact de contact, je suis preneur. Eh ben, tu sais quoi, quand on l'emmènera faire une marche narrative, on lui dira de passer chez toi. Frédéric Laloux, pour tous les auditeurs, on vous invite évidemment à lire son livre et à voir à quel point changer son niveau de conscience, ça peut changer son paradigme de management. Et James, il a quelqu'un qui va peut-être aussi amener en marche narrative. Ben, on en rêve parce que c'est une personne pour moi qui ça résonne bien. Enfin, en tout cas, ce qu'il fait, ça met en résonance mes valeurs qui sont la transmission justement, le fait de transmettre, le fait de j'ai une valeur famille aussi très importante. Et alors, je l'ai encore pas rencontré, mais j'espère le rencontrer parce qu'on est en contact et en fait parce que ce qu'il fait, ça nous parle. C'est Romain Millet. Romain Millet qui est le PDG du groupe Millet, donc équipementier alpiniste, donc qui est dans la région du côté d'Annecy. Donc Romain, il a repris, il est revenu dans le groupe, il a repris les rênes du groupe familial qui était passé sous un actionnariat différent. Et moi, ça m'inspire. Et franchement, si tu l'as en podcast, j'aimerais bien être à côté de toi, parce que j'ai plein de questions aussi à lui poser. Mais voilà, c'est un gars voilà, qui m'inspire parce qu'il y a le côté familial. Je reprends les rênes d'un groupe familial. Et puis, j'en fais quelque chose, et ça va au-delà du symbole, c'est valoriser son territoire, valoriser l'outdoor, la santé mentale des gens au travers l'équipement justement de sécurité en montagne. Et puis, il a à cœur le côté recyclage des matériaux et surtout production en France. Et ça, moi, ça me parle énormément de redonner un peu des lettres de noblesse au savoir-faire français, de produire en France. Et donc, ils viennent de lancer cette année ou fin de l'année dernière une chaussure de trail produite dans la Drôme. Donc, je trouve ça chouette. Voilà, des gens qui sont audacieux, qui y vont et qui ont des belles valeurs. Voilà. Donc, si tu peux l'inviter, je te file son contact. Magnifique. Il ne me connaît pas encore, mais j'ai son contact, je peux te le filer. On n'est pas à la d'emmener en marche narrative. Voilà, exactement. Magnifique. Non, mais challenge accepted. Je fais du trail et je suis dans la Drôme, donc tu vois, c'est parfait. Voilà. Ouais, non, mais très cool. Merci beaucoup pour les deux suggestions. C'est bien, ça me met un petit défi parce que c'est des gens que je connais de nom, mais que je ne connais pas. Donc voilà. On va essayer, et je vous dirai s'ils viennent dans le podcast avec grand plaisir. Tu sais quoi faire maintenant pour aller de l'avant. Je sais quoi faire en plus. Je vais lâcher le frein à main puis je vais les contacter. Et dernière petite question, quel est le meilleur moyen de vous suivre ou de vous joindre ou de vous envoyer aussi un feedback suite à l'écoute de cet épisode? James et Dean ou Dean et James? James et Dean, Dean et James comme vous voulez. Assez simple, on est très présent sur LinkedIn, réseau social LinkedIn. Sur nos profils perso. Sur nos profils perso, donc Cédric Khalifa et Franck Buffard d'ailleurs. Mais si vous tapez randonnée et coaching sur le moteur de recherche, en général on apparaît dans le premier, parce que c'est ce qu'on fait. Donc Cédric Khalifa, Franck Buffard. Sur Instagram, on a un profil James et Dean également. Donc là, c'est James et Dean. James et Dean, voilà. On te redonnera les références, mais c'est James et Dean. Et puis, pour toutes les entreprises qui voudraient faire de la santé mentale de leurs collaborateurs une priorité et replacer l'humain au cœur de leurs préoccupations, c'est ça. marche-narrative@gmail.com marche-narrative@gmail.com. Elle nous contacte, on s'occupe de tout, elle s'occupe de rien, et on fait en sorte que les personnes qui viennent puissent kiffer et puis surtout se dire que si elles ont peur, c'est qu'elles sont dans le vrai. Merci beaucoup. Merci infiniment pour le partage, James et Dean. Merci à toi, Mathieu. C'est au top. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent.
c'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.